Ozzy Osbourne, autoproclamé prince des ténèbres, a forgé une légende à partir de la folie, de la musique et de moments inoubliables qui ont marqué l'histoire du heavy metal. De l'incident légendaire où il a arraché la tête d'une chauve-souris à ses performances enflammées, il a transformé la douleur en une force brute, faisant du métal plus qu'un genre, une religion. Mais à la fin de sa vie, ce n'est pas le chaos qui reste gravé dans les mémoires. C'est un murmure intime adressé à Sharon Osbourne, son épouse de plus de 40 ans, un vœu final qui a brisé son cœur et redéfini la manière dont le monde lui dirait adieu. En 2025, alors que la maladie de Parkinson, diagnostiquée en 2003, gagnait du terrain, Ozzy ne se battait plus seulement pour vivre, mais pour partir à sa façon. Ce dernier souhait, un ultime concert à Birmingham, berceau de Black Sabbath, est devenu une mission sacrée pour Sharon, une promesse d'amour et de loyauté. Voici l'histoire d'un homme qui a défié la maladie, la mort et les attentes, pour offrir un adieu aussi grandiose que sa vie. Une légende façonnée dans l'adversité. Né John Michael Osbourne le 3 décembre 1948 à Aston, un quartier ouvrier de Birmingham, Ozzy grandit dans un monde de privation. La pauvreté, l'échec scolaire et des démêlés avec la justice marquent son enfance. J'étais un gamin timide, perdu, que personne ne voyait réussir, confiera-t-il plus tard. La musique devient sa bouée de sauvetage. En 1964, entendre She Love You des Beatles à la radio change tout. Ce moment a allumé une flamme, dira-t-il. En 1968, il cofonde Black Sabbath avec Tony Iommi, Geezer Butler et Bill Ward. Leurs sons lourds, sombres et bruts, portés par des titres comme Paranoia, War Pig et Iron Man, donnent une voix aux oubliés des années 60. La voix d'Ozzy, un hurlement viscéral, devient l'âme du heavy metal naissant. Chassé de Black Sabbath en 1979 à cause de son addiction, beaucoup pensaient sa carrière finie. Mais Sharon, rencontrée alors qu'elle travaillait pour le label de son père, devient son rock. Elle orchestre son retour en solo avec des albums comme Blizzard of Oz, 1980, et Diary of a Madman, 1981, qui surpassent même les succès de Black Sabbath. Malgré les rechutes, les cures de désintox et les scandales, dont l'infâme épisode de la chauve-souris en 1982, Ozzy persévère. Dans les années 2000, l'émission The Osbourne révèle un autre visage. Un père maladroit, un mari aimant, un homme vulnérable derrière l'image du rebelle. Sa maladie de Parkinson, révélée publiquement en 2020, ne le réduit pas au silence. En 2022, il sort Patient No. 9 et fait une apparition surprise aux Jeux du Commonwealth à Birmingham. Mais la douleur physique s'intensifie, et en privé, Ozzy commence à parler de la fin. Au printemps 2025, à 76 ans, Ozzy est affaibli. Une chute en 2019 a aggravé sa mobilité, déjà compromise par la maladie de Parkinson diagnostiquée en 2003. Il se déplace rarement sans aide. Sa voix, bien que reconnaissable, s'essouffle rapidement. Pourtant, son esprit reste intact, sa détermination féroce. Il était fatigué, mais lucide, dira un proche. La famille Osbourne, connue pour sa transparence brute, se retire progressivement des projecteurs. Sharon, dans une interview à Billboard en 2024, avait déclaré « Nous voulons juste vivre notre vie, sans tournée, sans aéroport. » Mais derrière cette quête de paix, le poids de l'inévitable grandit. La maladie de Parkinson est implacable, et à l'approche de l'été 2025, les tâches quotidiennes deviennent des combats. Un soir de fin juin, dans leur domaine à la campagne du Buckinghamshire, Ozzy regarde Sharon et formule un souhait inattendu. « Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme ça, » murmure-t-il. Pas dans un fauteuil, pas sous médicaments. Je veux un dernier rugissement, là où tout a commencé. Il ne parle pas de métaphore, mais d'un concert final à Birmingham, sa ville natale, là où Black Sabbath a vu le jour. Ce n'est pas une demande d'argent ou de gloire, mais d'identité, un refus de laisser la maladie définir son héritage. Sharon, son ancre depuis 1982, ne répond pas immédiatement. Un silence s'installe, puis elle hoche la tête. Elle sait qu'elle doit exaucer ce vœu, non parce qu'elle en a les moyens, mais parce qu'il est inconcevable de refuser à Ozzy ce dernier acte. Sharon, manager visionnaire qui a ressuscité la carrière solo d'Ozzy après Black Sabbath, se met au travail. Organiser ce concert est un défi herculéen. Ozzy ne peut plus marcher seul, souffre quotidiennement, et les médecins sont formels. Voyager, répéter, ou même monter sur scène pourrait être fatal. Un médecin avertit Sharon. Il pourrait mourir sur scène. Un autre doute qu'il survive aux répétitions. Mais Sharon persévère, portée par une loyauté indéfectible. En secret, elle contacte Tony Iommi, Geezer Butler et Bill Ward, les membres fondateurs de Black Sabbath, qui n'ont pas joué ensemble depuis des décennies. Elle ne parle pas d'une réunion, mais d'un adieu. C'est son dernier souhait, leur dit-elle. Sans hésiter, ils acceptent. Sharon appelle ensuite les géants du rock, Metallica, Guns N' Roses, Judas Priest. Tous répondent oui sans négocier. Quand Ozzy appelle, on vient, dira Lars Ulrich de Metallica.
Les préparatifs sont un cauchemar logistique. Sharon négocie avec des sociétés de production, s'oppose aux équipes médicales, consulte des avocats pour protéger les organisateurs en cas de tragédie. Chaque étape est empreinte de la conscience qu'il ne s'agit pas d'un simple concert, mais d'un testament. Elle choisit Villa Park, le stade d'Aston Villa à Birmingham, un lieu symbolique à quelques kilomètres des rues d'Aston où Ozzy a grandi. Elle garde le projet secret, même pour leurs enfants Kelly, Jacques, Aimé, et ceux du premier mariage d'Ozzy, Jessica et Louis. Maman était distante, absorbée, confiera Kelly. On savait qu'elle préparait quelque chose d'énorme. Lorsque Sharon présente enfin le plan à Ozzy au setlist, artiste, lieu. Il ne plaisante pas, ne rit pas. Il la regarde, sourit et dit « Tu l'as fait ». Ce n'est pas un simple merci, mais une reconnaissance profonde de leur partenariat, de leur amour, de sa capacité à rendre l'impossible possible. Back to the Beginning, le concert d'adieu. Le 5 juillet 2025, Villa Park accueille Back to the Beginning, un concert qui transcende la musique pour devenir un moment historique. Birmingham, déjà en effervescence avec le Summer of Sabbath, fresque murale, rue renommée, un pont dédié à Black Sabbath, vibre d'une énergie unique. Plus de 40 000 fans remplissent le stade, venus du Royaume-Uni, des États-Unis, d'Amérique du Sud, du Japon, certains même de zones de conflit. Des millions d'autres suivent le livestream. Les fans brandissent des vinyles, des banderoles proclamant merci, Prince des Ténèbres et un dernier rugissement. Des familles entières portent des t-shirts Osbourne. Ce n'est pas une foule, c'est un pèlerinage. Jusqu'à la dernière minute, l'incertitude plane. Ozzy est épuisé, la douleur s'est intensifiée. La veille, il confie à Sharon « Si je ne me réveille pas demain, ne sois pas triste. » On y était presque. Mais il se réveille et lance « Allons-y ». Lorsque les lumières s'éteignent et que les premières notes de Mama, I'm Coming Home résonnent, la foule explose. Ozzy apparaît, non pas en marchant, mais assis sur un trône d'acier noir conçu pour lui, poussé lentement au centre de la scène. Son corps est frêle, mais ses yeux brûlent d'intensité. Il chante 5 chansons, des classiques de Black Sabbath comme Paranoia et Iron Man, et des titres solos comme Crazy Train et Monsieur Crowley. Sa voix tremble dans les aigus, son souffle faiblit, mais personne ne cherche la perfection. C'est sa présence qui compte. Pour A Day in the Life des Beatles, qu'il voulait pour ses funérailles, Ozzy reste assis, laissant la foule chanter pour lui. Le stade devient un chœur de 40 000 voix. À la fin, il prononce 3 mots. Merci, Birmingham. Les lumières s'éteignent, des feux d'artifice illuminent le ciel, et Sharon, en coulisses, regarde à travers ses larmes. Ce n'est pas seulement un concert, c'est une réclamation de son identité, un refus de laisser la maladie écrire sa fin. Ozzy, le survivant, le chanteur, le pionnier du heavy metal, a son dernier mot. Un adieu intime sous un pommier sauvage. 17 jours plus tard, le 22 juillet 2025, Ozzy s'éteint paisiblement chez lui, entouré de Sharon, de leurs enfants aimés, Kelly, Jacques, et de Jessica et Louis, issus de son premier mariage. Le communiqué familial est sobre. Il était avec sa famille, entouré d'amour. Mais derrière ces mots se cache une dernière promesse tenue par Sharon. Dans son autobiographie de 2009, I.A.M. Ozzy, il avait écrit « Ne me fais pas incinérer. Je veux être enterré dans un joli jardin, avec un pommier sauvage au-dessus de ma tête, pour que les gamins puissent faire du vin avec moi et se bourrer la gueule. » Cru, drôle, sincère, c'était du Ozzy pur. Sharon n'a jamais oublié. Contrairement aux spéculations sur un enterrement grandiose, Ozzy est inhumé le 25 juillet lors d'une cérémonie privée dans le jardin de leur domaine de 35 acres dans le Buckinghamshire. Seuls Sharon, leurs enfants, et un cercle restreint d'amis sont présents. Pas de caméra, pas de fanfare, juste un moment intime sous un ciel couvert. Un pommier sauvage est planté au-dessus de sa tombe, dans un coin tranquille près d'un étang où Ozzy et Sharon aimaient s'asseoir. La pierre tombale, dont l'inscription reste privée, inclut une phrase qu'Ozzy avait lancée en plaisantant. Il a arraché la tête d'une chauve-souris. Sharon, tenant la main de Kelly, tremble d'émotion. Il ne voulait pas de cirque, il voulait être à la maison, dira-t-elle plus tard. Après l'enterrement, Sharon se retire. Pas d'interview, pas de conférence de presse, juste le silence. Ce n'est pas le silence habituel des deuils de célébrité, mais celui d'une femme qui a tout donné pour honorer son mari. Les semaines précédant le concert et la mort d'Ozzy l'ont épuisée. Elle dormait à peine, confiera un ami. Pourtant, 3 jours après la mort d'Ozzy, elle apparaît dans un segment télévisé émouvant. Tenant son alliance, elle déclare « Il ne voulait pas seulement vivre éternellement, il voulait compter éternellement. » Et il le fait. Sa voix, brute mais ferme, touche des millions de spectateurs. Il a tout donné, même quand il n'avait plus rien, ajoute-t-elle, résumant une vie de combat et de triomphe. Le monde pleure Ozzy à sa manière. Des veillées spontanées illuminent Londres, Sao Paulo, Tokyo, Los Angeles. À Birmingham, la Symphony Hall projette sa silhouette. À Times Square,
Un panneau affiche merci. Ozzy avec des images de Villa Park. Metallica renomme sa tournée The Crazy Train Legacy Tour. Bruce Dickinson annonce un album hommage. Et des vidéos générées par IA prolongent sa voix. Mais rien n'égale cette nuit du 5 juillet. Tu m'as rappelé qui je suis, avait dit Ozzy à Sharon en découvrant le plan du concert. Elle l'a ramené à ses racines, loin de la maladie, des scandales, des gros titres. Elle lui a rendu sa voix une dernière fois. Un héritage immortel. La mort d'Ozzy Osbourne, le 22 juillet 2025, marque la fin d'une époque, mais pas de son influence. Il n'a pas disparu dans l'ombre ou le scandale. Il a eu le temps de se préparer, de réfléchir, de dire adieu. De ses débuts dans les rues d'Aston à la création du heavy metal, de ses chutes dans l'addiction à ses renaissances, Ozzy a vécu sans compromis. Sa dernière performance à Villa Park n'était pas un spectacle, mais un acte de paix. Grâce à Sharon, il a eu les adieux qu'il méritait, un rugissement final, un retour à la maison, un pommier sauvage. Ozzy Osbourne n'a pas seulement marqué l'histoire de la musique, il a redéfini ce que signifie être une légende, jusqu'à son dernier souffle.